Bonjour, je suis Jérémy Ward et je vais vous parler des attitudes à l'égard des vaccins. Alors, la France est-elle un pays d'anti-vaccins? Alors, dans la décennie qui a précédé l'épidémie de Covid, on a beaucoup commenté sur le niveau de doute à l'égard des vaccins en France, notamment à partir de grandes enquêtes internationales comme ces deux enquêtes qui ont été réalisées par Heidi Larson, qui montrent qu'en France, on aurait une part plus grande de personnes qui se méfieraient des vaccins. Et justement, cette discussion du cas de la France, elle arrive dans un contexte dans lequel, en général, la thématique des réticences à l'égard des vaccins a été au cœur des débats à la fois publics et académiques depuis 10 ans, notamment dans un contexte de résurgence de certaines épidémies comme l'épidémie de rougeole. Alors dans ces débats, les doutes à l'égard des vaccins, ils ont été largement vus comme traduisant une montée de la défiance à l'égard de la science, et notamment dans un contexte de discussion du rôle des réseaux sociaux dans la circulation des contenus faux, les fake news et des contenus conspirationnistes. Mais pourtant, la vaccination, ce n'est clairement pas que de la science, elle a une dimension indéniablement politique. Les campagnes de vaccination sont orchestrées par l'État. D'ailleurs, ce sont des politiques qui annoncent ces campagnes de vaccination, des ministres. Ce sont des politiques qui discutent public, notamment dans des contextes d'élections présidentielles. Et plus généralement, dire que les vaccins sont dangereux, c'est dire que les agences de l'État n'ont pas bien fait leur travail. Et c'est ce qui rend aussi compliqué le fait de comprendre comment on en vient à douter des vaccins. Pourquoi certains sont immunisés au doute. Les attitudes à l'égard des vaccins, elles engagent à la fois les rapports à la médecine et à la science et le rapport aux politiques et aux institutions. Mais il y a une grande réticence, notamment dans les milieux médicaux, à justement intégrer cette dimension plus politique, plus institutionnelle, et à penser en fait les vaccins comme relevant de quelque chose d'autre que la médecine et la science. Et cela a largement pesé sur les données qui ont été rendues disponibles aux chercheurs depuis 20 ans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on est un des rares pays où l'on a des données d'enquête par questionnaire depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'on a pu réellement étudier l'évolution des attitudes à l'égard des vaccins sur le temps long. Par contre, ces données n'ont pas intégré cette dimension plus politique, plus institutionnelle, et donc elles ont à la fois permis de répondre à un ensemble de questions, mais elles en laissent un certain nombre ouvertes. Et c'est un des tournants que l'on voit avec l'épidémie de Covid, en plus d'être un tournant dans nos vies personnelles, ça a aussi correspondu à un moment où beaucoup de financements ont été mis à la disposition de chercheurs pour réaliser des nouvelles enquêtes et explorer ces dimensions qui n'avaient pas été explorées par le passé. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous donner justement un aperçu des résultats qui ont été tirés justement de ces enquêtes plus récentes. Mais comme on va le voir, ces nouvelles données, elles ouvrent autant de pistes de recherche qu'elles n'apportent de réponses. En explorant des nouvelles pistes, en fait, on se rend compte d'à quel point on sait finalement peu de choses sur ces phénomènes. Alors, pour aider à la compréhension, je vais prendre comme trame de ma présentation une question en apparence assez simple, qui est à quel point les Français se méfient-ils des vaccins en général. Alors, commençons par partir de ce que l'on savait avant la période de la Covid. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, on a des données, notamment grâce à Santé publique France, qui réalise des enquêtes par questionnaire depuis le début des années 2000, et on a pu justement observer le moment où les doutes à l'égard des vaccins se sont vraiment généralisés, notamment à partir de cet item qui est l'item le plus utilisé, qui est est-ce que vous êtes favorable à la vaccination en général? Et on voit que la part des défavorables a réellement augmenté à partir de 2009-2010 pour stagner autour de 20-25% de la population après ce moment-là. Et ça correspond à une période de multiplication des controverses publiques autour des vaccins. Alors, en fait, la première grande controverse publique autour des vaccins, elle a plutôt lieu à la fin des années 90 autour du vaccin contre l'hépatite B, mais les enquêtes ne débutant pas après, on ne peut pas voir si finalement il n'y a pas eu un premier plateau, si la période précédant, la période entre 2000 et 2009 ne constitue pas un premier plateau. Et ces enquêtes, ce qu'elles nous montrent aussi, c'est autre chose. Là, on voit qu'on a à peu près un quart de la population qui dit ne pas être favorable au vaccin en général. Par contre, ces enquêtes elles nous montrent aussi que, en fait, une grande partie du public se méfie que de certains vaccins en particulier et ne va pas jusqu'à en déduire un doute vis-à-vis des vaccins en général. Et suivant les enquêtes, suivant comment c'est mesuré, ça peut représenter jusqu'à 60-65% de la population française. À l'inverse, parmi ces personnes qui disent se méfier des vaccins en général, seule une petite minorité, en fait,
rejettent vraiment tous les vaccins. C'est ce qu'on voit notamment avec cette enquête de Cohen et al., où vous avez la petite barre grise autour de 0%, 0,3, entre 0 et 1% des parents qui disent être opposés à toute forme de vaccination. Donc, on voit déjà vraiment la pluralité des positions. Et surtout, ça renvoie en fait à quelque chose qui est largement documenté dans la littérature sur l'hésitation vaccinale, qui est un concept assez flou, mais qui désigne en fait le fait que pour la grande majorité de la population, en fait, il n'y a ni une adhésion complète à la vaccination, ni un rejet radical de toute forme de vaccination. Il y a en fait une sorte de myriade de doutes qui sont généralement plutôt ciblés sur certains vaccins, qui sont ciblés sur certains vaccins. Et alors, l'arrivée de la vaccination contre la Covid, elle a semblé confirmer le fait que ce passé de succession de controverses vaccinales, celle évoquée entre 2009 et 2010, controverses autour de la H1N1, de la sécurité des vaccins contre le papillomavirus, de l'usage des vaccins multivalents, l'usage de l'aluminium comme adjuvant, que ça aurait en fait sensibilisé une grande partie de la population à la thématique des dangers des vaccins. Alors déjà, on le voit directement avec le fait que, donc là vous avez la courbe des personnes, la proportion des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner dans une trentaine d'enquêtes réalisées entre mars 2020 et juin 2021. Et dès le début, on a constaté qu'il y avait à peu près un quart de la population française qui disait ne pas vouloir se faire vacciner si un vaccin était disponible. Ce qui d'ailleurs a été moins que dans la plupart des pays autour. Et donc, comment ne pas voir dedans le fait que cela traduise la sensibilisation à la thématique des dangers des vaccins durant les années précédentes, notamment parce que lorsque l'on demandait aux personnes les raisons qui étaient derrière leur futur refus de ne pas se faire vacciner, on retrouvait des arguments qui étaient au cœur de la réticence à l'égard de la vaccination contre la grippe H1N1, mais même le vaccin contre le HPV, qui sont le fait que l'idée que ces vaccins ont été réalisés trop rapidement et que finalement la maladie n'était pas si grave que ça. Mais une autre chose que l'on a vue, c'est que mais on a en même temps vu les limites à cette explication par la défiance vis-à-vis des vaccins en général. Et ces limites, notamment, on le trouve dans le fait que, effectivement, les personnes qui se méfient des vaccins en général ont systématiquement eu des intentions de vaccination contre la Covid plus basses que les personnes qui disaient faire confiance aux vaccins en général. Par contre, et là c'est la dernière ligne du tableau que je vous présente, la part des personnes qui se méfient des vaccins en général parmi ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, elle a varié, mais elle a toujours représenté autour de 50% à 60% des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner. Ça veut dire qu'on a soit une grande minorité, voire même une majorité de personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner contre la Covid, mais sans pour autant qu'ils disent être défavorables aux vaccins en général. Et on a aussi vu une autre chose qui est que cette défiance vis-à-vis des vaccins contre la Covid, elle était elle aussi à géométrie variable. C'est-à-dire que suivant le vaccin dont on parle, les personnes doutaient plus ou moins. Donc, par exemple, ça c'est une enquête que l'on a réalisée en mai 2021, on voit très clairement que les jugements sur l'efficacité et la sécurité des vaccins dépendaient faisaient une sorte de grand écart entre d'un côté le Pfizer et de l'autre côté le vaccin AstraZeneca, qui était largement perçu comme étant à la fois inefficace, mais surtout dangereux. Et ce qui est important de souligner, c'est que ces représentations, ces jugements différenciés selon les vaccins ne sont pas complètement déconnectés de la réalité scientifique. Une des raisons pour lesquelles les personnes perçoivent le vaccin AstraZeneca comme étant beaucoup moins sûr et beaucoup moins efficace, c'est aussi qu'il est effectivement un peu moins sûr et un peu moins efficace que les autres. Il n'y a pas une déconnexion complète avec les débats à la fois scientifiques et publics sur ces questions-là. Mais cette période de la grippe H1N1, ça nous a aussi permis de réaliser des enquêtes sur la perception des autres vaccins. Et là, on observe la même chose, c'est-à-dire qu'on a des perceptions très différenciées suivant le vaccin dont on parle. Par exemple, on voit qu'en France, on se méfie particulièrement du vaccin contre l'hépatite B, du vaccin contre la grippe et du vaccin contre le HPV. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le vaccin contre la rougeole, il y a très peu de personnes qui se méfient de celui-là. Et ça, c'est très important de le prendre en compte parce que, suivant le vaccin dont on parle, l'importance du rejet de la vaccination en général pour expliquer le phénomène du doute vis-à-vis de ce vaccin va varier. Par exemple, on voit qu'à chaque fois, on a autour de la moitié, voire même moins de la moitié, des personnes qui se méfient des vaccins hépatite B, grippe et HPV, qui se méfient des vaccins en général.
Par contre, pour la rougeole, qui est un vaccin pour lequel la confiance est grande, là, on a une immense majorité des personnes qui se méfient de ce vaccin, qui se méfient des vaccins en général. Bref, suivant le vaccin que vous avez, le fait de douter de celui-ci va être un marqueur de radicalité de votre doute à l'égard des vaccins en général. Mais si on revient aux intentions de vaccination, on voit aussi que une grande partie des personnes qui se méfient des vaccins en général ont quand même l'intention de se faire vacciner contre la Covid. Alors, ça évolue évidemment dans le temps, mais ça veut dire que de la même manière que lorsque vous n'avez que 7% de personnes qui se méfient de la rougeole et vous avez plus de 20% de personnes qui se méfient des vaccins en général, vous avez une grande partie des gens qui se méfient des vaccins qui comptent quand même se faire vacciner contre la rougeole. On est face au problème de comment est-ce que la disposition générale, le fait de se méfier des vaccins en général, se traduit ou non dans le rejet de tel ou tel vaccin. Comme on va le voir maintenant, on trouve un problème similaire avec l'exploration des facteurs qui mènent à se méfier des vaccins en général. En gros, le problème du passage des dispositions au doute. On voit qu'il y a une grande diversité de facteurs qui peuvent jouer dedans. Beaucoup de personnes ont les dispositions qui devraient les mener à douter de tels vaccins, mais cela ne se traduit pas donc, dans du doute. Et alors, la crise de Covid, donc, elle a permis d'explorer plus précisément les facteurs socio-économiques derrière la méfiance à l'égard des vaccins. Alors, parmi les facteurs socio-économiques, on voit notamment que le fait de se méfier des vaccins en général est plus associé aux femmes, aux jeunes, surtout aux personnes avec un niveau d'éducation inférieur, mais surtout chez les personnes qui ont des revenus plus faibles. Et on sait aussi qu'une partie de l'explication de ces différences vient d'un rapport plus désenchanté aux institutions publiques. Donc ça, c'est ce que l'on voit dans la partie de droite du tableau. On a ainsi vu que parmi les principaux facteurs associés à la méfiance à l'égard des vaccins en général, on avait le fait de ne pas avoir confiance dans la science. Donc, vous voyez, les écarts sont très importants. Donc, au milieu, très importants, les écarts de part des défavorables aux vaccins en général sont très importants entre ceux qui disent avoir très confiance dans la science et ceux qui disent ne pas avoir du tout de confiance. On voit aussi que la confiance dans les agences gouvernementales aussi des écarts très importants, et le facteur politique qui joue depuis le début de la Covid, à la fois sur les intentions de vaccination et sur les attitudes à l'égard des vaccins en général. Mais à nouveau, on voit bien que quasiment dans toutes ces catégories, la majorité des personnes qui font partie de ces catégories fait quand même confiance aux vaccins en général. À part ceux qui n'ont pas du tout confiance dans la science, c'est toujours une minorité qui va douter de la vaccination en général. Et à l'inverse, on voit aussi que même parmi les personnes qui ont, par exemple, plutôt confiance dans la science, qui représentent 60% de l'échantillon, vous avez 20% d'entre eux qui vont quand même dire se méfier des vaccins en général. Et on voit qu'à chaque fois, ces pistes, donc, elles en ouvrent d'autres. Qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas confiance dans les autorités de santé sans que cela se traduise dans une défiance à l'égard des vaccins? À l'inverse, comment cela se fait-il qu'on ait autant de personnes qui disent avoir confiance dans la science, qui se disent défavorables aux vaccins en général? Et comment cela… Alors, ces facteurs sont à peu près les mêmes pour, par exemple, les intentions de vaccination contre la Covid. Comment cela se fait-il que certains vont, avec ces dispositions-là, douter du vaccin contre la Covid, mais pas des vaccins en général? Alors, ça m'amène à ma conclusion. L'épidémie de Covid, elle a souligné en fait toute la complexité des attitudes à l'égard des vaccins et toute la richesse des facteurs qui sont susceptibles de jouer sur celle-ci. Alors, les doutes dépendent du moment. Est-ce qu'il y a des grands débats publics sur les vaccins? Est-ce que ceux-ci sont fondus ou est-ce que ceux-ci sont fondus à l'arrière-plan? Est-ce qu'en gros, on ne parle pas des vaccins, on les fait? À quel point la menace épidémique est perçue comme sévère? Que sait-on sur les vaccins en question et qui en parle publiquement? Mais elle a aussi souligné le fait qu'il est en fait assez normal, au moins au sens statistique du terme, de se poser des questions, de douter, et que l'enjeu est donc comment on construit la confiance entre gouvernants et gouvernés. Mais donc, malgré les limites donc, de ces données, elles montrent à quel point il est nécessaire de replacer une question médicale comme les vaccins dans le contexte des tensions et inégalités plus larges de la société française. On a donc vu que les attitudes à l'égard des vaccins, que ce soit se méfier des vaccins en général ou juste de certains en particulier, elles s'inscrivent dans des rapports à la politique et aux institutions. Et la vaccination, elle nous rappelle ce qui devrait en fait être une évidence. La santé, ce n'est pas qu'une affaire de médecins et de sciences. Merci pour votre attention.
j'ai conscience que ce que je m'apprête à dire va être un petit peu anxiogène dans le contexte, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Je tiens à m'excuser par avance de ne pas pouvoir trop pousser la voix. Je m'appelle Benoît Giry, je suis sociologue, maître de conférence à Sciences Po Rennes, et je vais vous proposer une petite réflexion sur le grand confinement, le vrai, le premier qui a eu lieu au printemps 2020, et essayer de réfléchir aux conditions sociales qui ont permis, conditions sociales de possibilité de cet événement. Ma contribution, du coup, s'appelle hashtag Restez chez vous ou l'État distribué. J'essaierai de justifier chacun de ces mots présents dans le titre. Les sous-titres sociologie des contributions ordinaires, contributions numériques ordinaires au confinement lors de la crise du coronavirus. Je pense que c'est important de réfléchir à ce qui s'est passé entre le 17 mars et le 11 mai 2020 parce que rétrospectivement, ce confinement général de la population hexagonale pourrait passer pour une sorte de miracle social. Les données de départ n'incitaient pas du tout à l'optimisme. Alors juste, je voudrais vous rappeler brièvement des faits, et notamment le fait principal qui est la très grande observation de cette mesure de santé publique qui est le confinement, puisque en dépit de quelques petits arrangements avec la règle, notamment documentés par Nicolas Mariot dans un ouvrage qui s'appelle Personne ne dit d'ailleurs, paru aux presses universitaires de Grenoble, en dépit de quelques petits arrangements avec la règle, la mesure a particulièrement été respectée et même approuvée, puisque tout au long du confinement, selon l'enquête Coconel, 9 Français sur 10 étaient favorables au confinement. Ils étaient non seulement favorables, mais ils ont respecté très largement les termes, puisque quand on regarde, 92% des Françaises et des Français déclaraient respecter le confinement. Selon le baromètre Ipsos, cette donnée a été stable tout au long du confinement. C'est des données déclaratives, certes, mais quand on regarde, quand on essaie de les croiser avec des données un peu plus objectivantes, comme par exemple les contrôles policiers et les sanctions, les infractions constatées, on s'aperçoit que l'activité policière a été extrêmement importante et néanmoins les infractions constatées ont été extrêmement faibles, 5% d'infractions constatées, généralement un problème de remplissage de l'attestation des individus contrôlés. Donc, je vous disais, ça pourrait passer pour un miracle social parce que rétrospectivement, quand on regarde les données de départ, ça semblait assez mal engagé. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble des pays où des enquêtes ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi les individus ont accepté de se confiner, on fait ressortir généralement deux grandes variables. Le premier, c'est l'idée qu'il est très important d'avoir plutôt une population qui accepte les consignes, notamment de santé publique, mais aussi de façon plus générale les consignes diffusées par l'État. Or, ce n'est pas du tout le cas en France. D'après l'enquête ISSP de 2016, la France était même championne des différents pays enquêtés en matière de tolérance à l'égard de la transgression, puisque 75% des Françaises et des Français considéraient qu'il valait mieux respecter sa conscience que la loi. Les autres pays comparables sont très loin derrière. 60% des Allemands pensaient la même chose, seulement 30% des Espagnols pensent la même chose. Le deuxième point qui est généralement corrélé avec un taux d'observation important des mesures sanitaires, c'est la confiance à l'égard des producteurs de politiques publiques. Et là aussi, les données en France ne nous incitent pas du tout à l'optimisme, puisque dans l'enquête Eurobaromètre, la France est championne d'Europe de la défiance, enfin, pas championne d'Europe, mais enfin, elle est très bien placée en matière de défiance à l'égard des producteurs d'action publique, puisque 70%, plus de 70% des Françaises et des Français déclarent ne pas avoir confiance dans leur gouvernement et près de 70% déclarent n'avoir pas confiance dans le Parlement. Bon, dans ces conditions, la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer que ce confinement ait pu avoir lieu et qu'il ait pu avoir lieu dans des conditions pareilles. Alors rapidement, il y a les sciences sociales se sont activées sur le sujet et ont cherché à trouver des réponses dans différents pays sur ce qui permettait de comprendre, ce qui déterminait en quelque sorte le respect plus ou moins grand des populations à l'égard des consignes sanitaires. La première réponse peut-être la moins, enfin, selon moi,
la moins sociologique, enfin qui tient le moins compte des travaux antérieurs en matière de sociologie des catastrophes notamment, c'est la thèse de la pandémie comme événement focal, pour reprendre une expression focusing event de Thomas Birkeland dans After Disaster en 1997. Thomas Birkeland nous dit quand survient un événement suffisamment fort, suffisamment puissant, ça a tendance à balayer l'agenda personnel et collectif des acteurs sociaux qui font qu'ils se concentrent sur cet événement. En ce sens, l'événement est focal et ça a tendance à reconfigurer leur rapport aux politiques publiques et tout ça. Donc, ça bouleverse un peu leur agenda. Néanmoins, ce qu'ont montré les travaux antérieurs, donc la pandémie, en quelque sorte, aurait créé un effet de sidération qui fait que les gens se disent, bon, ben là, oui, d'accord, d'habitude, je suis OK pour la transgression quand je me gare sur le trottoir, mais là, c'est quand même d'autres enjeux, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. En réalité, ce que montrent les travaux de sciences sociales, c'est que les individus ne modifient pas radicalement leur comportement et notamment leur comportement à l'égard de l'autorité lors des événements focaux et notamment lors des catastrophes. C'est un des grands apports de la sociologie des catastrophes. Que les risques sanitaires ne font pas exception, c'est-à-dire que les gens ne suivent pas plus les consignes, même si on leur dit « mais c'est pour vous permettre de vivre plus longtemps, hashtag mangerbouger.fr », etc. Ce n'est pas forcément un truc décisif. Et le troisième point, c'est que ce caractère focal de l'événement en matière de pandémie pourrait passer aussi comme moins un facteur explicatif qu'un facteur expliqué. On peut se demander dans quelle mesure, qu'est-ce qui fait que les individus, d'un coup, considèrent cet événement comme focal, comme important. Le deuxième type de réponse qui est apporté dans les sciences sociales, c'est des réponses qui insistent sur le design du dispositif d'action publique. En gros, l'idée consistait à dire le confinement a été rendu très peu coûteux par des mesures d'incitation économique, on a compensé les pertes économiques des individus, et en même temps, il était coûteux de le transgresser puisqu'on a mis un important dispositif policier en place. Cette réponse peut être intéressante, mais dans les enquêtes internationales qui ont eu lieu sur le Covid, et la France ne fait pas exception, la crainte de la répression n'est pas un facteur significatif permettant d'expliquer le confinement des individus. La troisième réponse, sans doute la plus sociologique, c'est celle qui insiste sur les attributs sociaux des individus. Par exemple, ce que je vous ai mis juste avant, là, c'est une régression logistique qui est possible de faire à partir de l'enquête baromètre Covid, qui montre qu'effectivement, il y avait des petits contrastes sociaux en fonction des individus. Quand on regarde qui étaient les 8% de personnes qui ne s'étaient pas confinées, on observe que c'était plutôt des hommes, quand les femmes avaient 1,3 fois plus de chances de se confiner que les hommes. Mais sinon, c'était les cadres avaient par exemple 1,8 fois plus de chances de se confiner que les ouvriers, etc. Bon, mais quand on regarde dans le détail, en réalité, on s'aperçoit que les gens qui ne se confinaient pas, ce n'est pas tant qu'ils ne respectaient pas les termes de la politique publique, c'est qu'au contraire, ils devaient ne pas se confiner puisqu'ils avaient un travail de première ligne ou des choses comme ça. Et donc, en fait, ils ne se confinaient pas tout en respectant les termes de l'action publique, souvent des salariés de première ligne, etc. Donc, à mon avis, le problème, ce n'est pas tant d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens qui sont confinés, c'est qu'est-ce qui fait que 92% de la population, c'est-à-dire une population très hétérogène, quand même socialement, est acceptée de se confiner. De façon générale, la critique que j'opposerai à cette littérature, c'est qu'elle s'appuie sur une représentation un peu biaisée de ce qu'est la vie sociale et du moment où on reçoit des consignes sanitaires. On a l'impression qu'il y a d'un côté un État qui agit de l'extérieur pour le monde social, produit des consignes sanitaires et des individus qui le recevraient de façon individuelle, tout seuls chez eux, par le biais seulement par l'entremise du président de la République. C'est quand même une représentation de la vie sociale de constitutionnaliste de la Ve République, et donc elle n'est pas bonne. Par ailleurs, il me semble que ça manifeste un déficit de réflexion sur ce qu'on pourrait appeler la réception de l'action publique, c'est-à-dire la façon dont les individus s'approprient eux-mêmes les consignes sanitaires. Je ne suis pas le seul à penser ça. En fait, depuis les années 80, la sociologie de l'action publique dit régulièrement, pour penser la mise en œuvre des politiques publiques, il est très important de tenir compte de ce que Richard Ross dans Ordinary People in Public Policy en 89 appelle the stuff of everyday life, donc les choses de la vie quotidienne qui font que les individus vont ou pas suivre des consignes. Alors, il serait inexact de dire que les sciences sociales ne se sont pas du tout intéressées à ça, mais elles l'ont fait d'une manière un peu particulière. Par exemple, avec le concept de participation, les sociologues ont beaucoup documenté la façon dont on enrôlait des gens dans des processus délibératifs et tout ça. Donc, c'est une façon active et organisée par l'État et les producteurs de politique publique
de s'approprier de l'action publique. Sur un mode passif, on peut penser au concept d'acceptabilité ou de consentement. Sur un mode passif aussi, mais plus spontané pour le coup, on peut penser au concept d'apathie. En revanche, ce qui a été peu thématisé, c'est toutes ces micro-choses, ces micro-événements que je propose d'appeler contributions ordinaires à la mise en œuvre des politiques publiques, qui font que vous avez tendance à suivre des instructions. James Coleman, dans Foundation of Social Theory, en 91, il rappelle un petit événement comme ça auquel il assiste. En Allemagne, il y a une dame qui croise une jeune maman dont l'enfant vient de jeter un papier gras dans la rue. Et cette dame dit à la jeune mère, vous allez quand même ramasser le papier que vient de jeter votre enfant. C'est mon oncle qui me rappelle à échéance régulière de faire passer ma voiture au contrôle technique. D'accord, donc c'est toutes ces petites actions qui ne sortent pas nécessairement de la trame ordinaire de la vie sociale, mais qui néanmoins contribuent à faire en sorte que ces politiques soient mises en œuvre. Alors évidemment, cette contribution ordinaire n'est pas également importante suivant les secteurs d'action publique. Pour les politiques de la défense, par exemple, ça ne sert pas à grand-chose. Pour un achat de missiles sur le sol, on n'a pas besoin qu'on en discute beaucoup en famille. En revanche, pour notamment les dimensions sanitaires ou éducatives, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est notamment quelque chose d'extrêmement important, disent les sociologues de l'action publique, que justement l'État et le rapport à l'État est un peu en crise, la défiance à l'égard des institutions est élevée. Le problème, c'est qu'il est très difficile de documenter ces événements, sauf à mettre un sociologue derrière chaque personne et attendre que se produise un truc qui ne sort pas en plus de la trame ordinaire de la vie sociale, c'est-à-dire votre oncle, à quel moment il va décider de vous rappeler qu'il faut que vous passiez votre contrôle technique, c'est très difficile à documenter. Donc, selon moi, c'est surtout un déficit méthodologique, un problème méthodologique qui a fait qu'on a eu du mal à documenter ces événements. Pendant la pandémie, l'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup d'interactions sociales qui étaient rendues impossibles par le dispositif d'action publique. Et donc, je me suis dit, où est-ce qu'on pourrait documenter ces événements? Et en fait, de façon singulière, au soir de l'annonce du confinement, on a vu proliférer sur Twitter un ensemble de messages qui incitaient, dans lesquels les Françaises et les Français s'incitaient les uns les autres à se confiner, et notamment des messages agrémentés du hashtag restez chez vous et de certaines variantes. On va le voir, reste chez toi, bordel, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un petit système grâce au package de Michael Kearney qui s'appelle AirTweet sous Air d'aspiration de tweets. J'en ai aspiré 4 millions. Au début, je ne savais pas trop ce que je cherchais, donc j'ai aspiré plein de tweets un peu inutiles, du genre je vends une Ford Fiesta, je sais pas, hashtag confinement jour 1, donc elle avait un peu rien à voir avec mon objet. Puis finalement, j'ai décidé de me concentrer sur un sous-corpus de 400 000 tweets environ qui contenait le hashtag restez chez vous, donc que j'ai nettoyé justement de tous ces messages un peu ambigus. Et puis surtout que j'ai essayé j'ai mis beaucoup de temps à travailler parce que les gens écrivent très mal sur Google, de prof. J'ai fait tourner un algorithme de classification automatique qui permet de regrouper des tweets en fonction des mots régulièrement co-occurrents entre eux. Donc, pour les puristes dans la salle, je pourrais en reparler, mais j'ai fait ce qu'on appelle une analyse de l'exem co-occurrent, une bonne vieille technique inventée par Max Reinert. J'ai essayé d'autres trucs, mais ça marche moins bien, notamment l'intelligence artificielle. Si vous voulez, on y reviendra. Et j'ai distingué 6 groupes de contributions ordinaires qui manifestent des formes de vocabulaire un peu typiques. Alors, le premier, c'est ce que j'appelle partage ou encouragement. 50% des tweets environ. Alors, c'est des tweets qui exaltent le confinement comme expérience commune. L'idée, tenez bon, on va le passer ensemble, on est plus fort que ça. Et notamment, on se donne des petits trucs pour essayer de passer le temps. Donc, notamment, là, la première colonne de partage et d'expérience, vous avez découvrir, proposer, rendez-vous, séries, programmes partagés, art, culture, etc., etc. Donc, des mots où on essaye de se filer des petits tips pour passer le temps. Le deuxième, c'est comment redécouvrir le monde à travers le confinement. Donc, on a des trucs genre aimer, nature, maison, et notamment comment redécouvrir sa famille. Mon fils, ma fille, moi en tant que papa, etc., etc. Le dernier truc, c'est plutôt prenez soin de vous, courage, bon anniversaire. Donc, comment on stande aussi des événements de la vie pour tenter de reproduire de la vie normale dans le cadre du confinement. Ça, c'est quantitativement, c'est le premier. Je ne vais pas les faire en fonction de la quantité, je vais plutôt faire en fonction de... Bon, peu importe. Le deuxième groupe, c'est le soutien aux soignants, qui consiste en fait à héroïser la figure du soignant et donc un truc qui a été plutôt documenté aussi, et à dire c'est pas pour vous que vous allez le faire, si vous ne le faites pas pour vous, en quelque sorte, faites-le pour eux. Ce sont les héros du quotidien.
Vous, on ne vous demande pas grand-chose, on ne vous demande pas de prendre un flingue et d'aller dans une tranchée. Alors ça, c'est une métaphore intéressante qu'on a retrouvée d'ailleurs sur la Première Guerre mondiale et la grippe peut-être espagnole de l'époque, Frédéric nous en parlera. Et en l'occurrence, on ne vous demande pas grand-chose, donc pensez à ceux qui sont en première ligne et qui prennent vraiment des risques. Donc c'est pour eux qu'il faut se mobiliser, etc. Donc on n'exalte pas tout à fait les mêmes figures, il ne s'agit pas d'exalter la valeur familiale, le foyer, etc., mais plutôt de dire, dans la cité civique, soyez solidaires. Pardon ? Ah, très bien. Du coup, je vais me contenter du plus croustillant, peut-être, c'est l'insulte. Quand même, 20%, 21% des contributions. Je vous fais quelques propositions là. C'est pas compliqué, bande d'abrutis, restez chez vous. Donc là, à cause de certains cons salauds, indisciplinés, clochards, égoïstes de merde, il y a une espèce de... il est assez typique de la classe. Hein. Il y a pas, tout le monde ne met pas ces propositions. On va rester confiné non pas 15 jours, mais 45 jours de plus. La vie de ma mère, Inch'Allah, vous attrapez tous le corona, bande d'égoïstes, restez chez vous, bordel. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde qui sont les contributeurs et comment ils contribuent, on a très peu d'informations sur Twitter sur qui sont ces gens. C'est très compliqué de le savoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner un petit algorithme pour essayer de détecter leur genre, notamment. Et on s'aperçoit qu'il est très inégalement probable que vous mobilisiez l'un ou l'autre de ces registres, que vous soyez un homme ou une femme. Schématiquement, les hommes ont plutôt tendance à faire soit de la dénonciation de scandale, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais de l'insulte, du relais d'information du genre 45 morts supplémentaires, etc. Ou rappel des règles, quand vous n'avez pas le droit de sortir, machin, alors que les femmes ont tendance à plus produire des tweets de soutien aux soignants ou de partage d'expérience. De la même manière, on s'aperçoit que les individus forts numériquement, avec beaucoup de followers, ont tendance à plutôt s'en tenir à des contributions neutres, relais d'information, règles, et moins des contributions engageantes comme le soutien aux soignants, le partage, la dénonciation ou l'insulte. Ce que je trouve intéressant en fait dans cette enquête, ce serait deux choses, pour conclure, en une seconde. C'est d'une part, ça bouleverse un petit peu notre représentation de l'État sanitaire comme une organisation qui agirait de l'extérieur sur le monde social. Ça révèle ce que le géographe Joe Pointer appelle prosaic of stateness, l'ensemble de ces micro-actions qui font que l'État tient et peut avoir une existence et une efficacité sociale, qui peut produire, comme dirait John Austin, des énoncés avec des conditions de performativité adéquates. Donc, quand le président dit confinez-vous, en fait, toutes ces conditions-là sociales permettent de faire en sorte que ça puisse être suivi des faits. Et ce n'est pas du tout lié à une espèce de puissance de l'État qui préexisterait en quelque sorte à ces actions. Et le deuxième point, c'est que ça pose la question de quel genre de rapports sociopolitiques on peut construire sur la base de ces contributions ordinaires. Parce que traiter quelqu'un de con, de connard, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout la même chose que de lui dire courage, on va passer ces moments ensemble. Et donc, la question des effets sur les politiques publiques de ces contributions ordinaires, puisqu'elles agissent comme un prisme, en quelque sorte comme une médiation qui transforme l'action publique, elle est essentielle, selon moi, à se poser pour qu'on puisse produire de l'action publique favorable. Je vous remercie. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est bon ? Merci beaucoup pour ce prix, merci beaucoup d'avoir organisé cette journée. Et voilà. Ma tâche est un peu difficile avant la pause déjeuner. Voilà. Donc, je vous présente ce travail qui, en fait, j'ai choisi en fait de porter ma présentation en fait avec un résumé de ce qui va être ma contribution de l'article, qui est un article coécrit avec d'autres collègues, et le chapitre de contribution personnelle, si vous voulez. Mais donc, la présentation va en fait résumer ces travaux. Et donc, mes travaux s'intéressent, donc je suis Grazia Cesare, je suis professeure d'économie et je m'intéresse à l'économie digitale et notamment mes travaux, je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui est traitement de données personnelles, données big data et l'intelligence artificielle. Et donc mes travaux, en fait, la contribution que je vais vous présenter aujourd'hui parle de ce constat-là. Et notamment, on va s'intéresser, en fait, à ce qu'on essaie de comprendre comme
les algorithmes des réseaux sociaux ont réagi à l'affluence d'informations en lien avec le Covid pendant le confinement. Donc, alors, les plateformes digitales ont depuis toujours utilisé donc, des algorithmes pour traiter les informations et traiter notamment la publicité payante et aussi les informations échangées entre individus. Mais là, nous allons nous concentrer tout au long de la présentation au contenu payant qui est distribué dans les plateformes. Et donc, Facebook a déclaré en 2020 d'avoir plus de 9 millions d'annonceurs, donc de publicitaires qui investit donc de l'argent dans la plateforme. Donc, cela donne un peu une idée du nombre de publicités que ces algorithmes doivent traiter. Et il y a aussi un intérêt d'autant plus important en termes de politique publique, et notamment en Europe, avec le Digital Services Act qui va, dont il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, qui va augmenter la responsabilité et la transparence de ces plateformes, donc des réseaux sociaux, vers le type d'information qui est distribuée et comme quelles sont les logiques de la distribution de l'information. Et donc, pour une forme d'autorégulation, les plateformes digitales telles que Facebook, Google, Twitter ont créé des libraries, sont des bibliothèques qui recensent toutes les publicités payantes qui ont un lien politique ou lié à un intérêt général, afin en fait d'indiquer qui sont effectivement les individus qui paient pour ce type de publicité. Et c'est la suite aux différents scandales liés aux élections politiques aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et donc, dans ce grand constat, nous, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un événement exogène arrive, et là, c'est le cas de la COVID-19, donc lorsqu'il y a eu cette pandémie, les autorités publiques, mais aussi plein d'organisations, ont investi massivement dans les réseaux sociaux pour informer les individus à rester chez eux, à se protéger, et les algorithmes de ces réseaux sociaux n'étaient pas du tout entraînés à ce contenu. Vous savez que les algorithmes sont entraînés avec des données qui existent, mais le mot Covid peut-être n'existait pas dans les bases de données des réseaux sociaux avant. Et globalement, en fait, si vous voulez, les plateformes sont donc autorégulées pour identifier quel est un contenu qui est d'intérêt général ou pas. Et donc, pour identifier, et les règles qui se sont appliquées sont des règles qui reviennent un peu de la tradition américaine des médias traditionnels. Et donc, dans les médias traditionnels, normalement, quand un journal, un média, une chaîne télé doit publier une publicité politique d'intérêt général, doit indiquer, doit indiquer clairement qui a payé cette publicité, donc on doit indiquer qu'il est le disclaimer en anglais. Et donc, les plateformes digitales ont utilisé ce système pour tous les contenus à vocation nationale, et notamment pour les contenus politiques aussi liés à la santé, comme par exemple pour les contenus liés au Covid. Et donc, toutes les publicités qui ont un lien avec le Covid devaient indiquer un disclaimer. Donc, l'annonceur qui voulait lancer une publicité liée au Covid devait indiquer son disclaimer. D'autant plus si cette organisation était une organisation internationale, une organisation publique telle que, par exemple, Santé France, le Parlement européen, le Conseil d'Europe. C'est toutes les organisations qui ont investi massivement pendant cette période de pandémie dans ces réseaux sociaux, afin d'informer les individus de rester chez eux. Désormais, les réseaux sociaux sont une source, un canal de communication incontournable, d'autant plus si on veut informer les jeunes et qui se détachent d'autant plus des médias sociaux. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, à juste titre, toutes ces organisations gouvernementales ont investi massivement dans les réseaux sociaux. Et donc, nous, on s'était dit, comme les algorithmes peuvent avoir utilisé, comme les algorithmes de ces réseaux sociaux ont perçu l'arrivée massive de cette information inattendue, et comme cette régulation traditionnelle qui est basée sur une régulation pré-américaine, finalement, que les Européens et peut-être les autres pays connaissent moins bien, quelle application a eu dans la gestion de cette masse d'informations massives. Et donc, le type d'informations que nous avons, des publicités donc, que nous avons traitées, que nous avons collectées dans notre base de données, donc on a fait un travail, nous avons collecté plus d'1 million de publicités payantes publiées sur Facebook entre janvier 2020 et juin 2021.
2020, donc pendant le premier confinement, donc lorsque effectivement les algorithmes des réseaux sociaux n'étaient pas du tout entraînés, notamment sur le Facebook, parce qu'on a utilisé la Facebook Ad Library pour collecter toutes ces données. Et donc, celle-ci est le type de publicité qui, par exemple, avait été postée par le New York State Health Department, dans laquelle, en fait, l'État, le service de santé de la ville de New York incitait les individus à se laver les mains et à faire attention. Eh bien, cette publicité a été bannie par l'algorithme. En fait, Facebook, à un moment donné, a banni cette publicité. C'est là, on peut le voir, parce qu'il y a indiqué « These are the run without a disclaimer ». En fait, tout simplement, les autorités publiques, même américaines, ont pensé que cette publicité n'était pas forcément une publicité politique et donc ne devait pas inclure le disclaimer. Et donc, cette, en fait, incompréhension de l'advertiser a fait que l'algorithme a réagi tout bêtement parce que la case n'était pas cochée, la publicité a été disqualifiée. Et donc, c'est là un impact évidemment important en termes de politique publique parce que comme vous voyez, cette publicité avait tout simplement l'objectif d'informer les individus, juste se comporter bien, et l'algorithme a réagi de façon tout à fait simpliste et a effacé cette publicité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nos résultats, et puis je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait, donc, pour vous présenter. Donc, nous avons étudié plus d'1 million d'annonces payantes donc, sur cette plateforme. Et ce que nous avons observé, c'est que les annonces payantes liées au COVID étaient, pendant cette période, plus susceptibles d'être disqualifiées, donc bannies dans la plateforme, parce qu'elles n'incluaient pas le disclaimer. Et surtout, cela était d'autant plus vrai pour les organisations gouvernementales. Donc, les publicités financées par les autorités gouvernementales, telles que celles que j'ai citées, la Commission européenne, les différents ministères de santé, ont été davantage plus bannies que les autres. Et cela est d'autant plus vrai pour les autorités gouvernementales européennes, qui peut-être ne connaissent vraiment pas très bien le système de self-regulation. La plateforme, c'est quelque part, donc la plateforme s'est appropriée. Et si vous voulez, normalement, dans un contexte classique, lorsqu'une publicité est bannie, il y a un contrôle humain qui est fait après, qui peut effectivement corriger s'il y a eu des erreurs, qui donc en faux positif. Donc, effectivement, la publicité a été peut-être disqualifiée alors qu'il n'y aurait pas, comme par exemple celle-là dans laquelle on invitait les individus à se laver les mains. Et en fait, c'est que dans cette période-là, il n'y a eu pas du tout d'intervention humaine parce que les plateformes digitales, comme un peu partout dans le monde, ont invité les individus à travailler de la maison. Et du coup, effectivement, il y avait moins de possibilités de contrôle humain. Donc, il n'y avait qu'un contrôle algorithmique de l'information sans aucun contrôle humain. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limites à la décision algorithmique des individus, à des décisions algorithmiques sur des données massives. Alors, quelques statistiques, donc très simples. Dans l'article, on fait des choses un peu plus sophistiquées, mais aussi dans le chapitre. Mais là, je voulais très simple. Je voulais juste vous représenter graphiquement quelques résultats saillants. Donc là, on va dans ce graphique que vous voyez ici sur la ligne verticale, la proportion de publicités qui ont été disqualifiées. Et donc, on voit qu'au sein des publicités COVID, celles-là, ils ont été au sein des publicités disqualifiées, les publicités COVID ont été disqualifiées davantage par rapport aux publicités qui n'étaient pas liées au COVID pendant notre période d'analyse. Et quand on regarde plus en détail qui a financé pour cette publicité, dans ce graphique, on distingue les autorités gouvernementales et non gouvernementales. Et donc, on voit que les autorités gouvernementales ont des publicités financées par des autorités gouvernementales qui portaient sur le COVID ont été disqualifiées davantage par rapport aux autres. Et quand on descend encore à notre niveau de détail, on regarde qu'effectivement, ces publicités ont été d'autant plus disqualifiées en Europe. Donc, les publicités financées par les autorités gouvernementales
européennes, on était d'autant plus disqualifiés par rapport aux autorités américaines. Et donc là, en fait, notre interprétation de ces résultats est très simple, c'est qu'effectivement, peut-être les autorités européennes ont eu vraiment, ils ne comprenaient pas le type le système de régulation de la place. Je pense qu'il y a une slide. Voilà. Je voulais vous montrer un exemple donc, sur les publicités européennes, parce qu'après, on a fait un focus sur la France. Donc, je vais trouver ce focus, c'est un exemple très simple de la façon dans laquelle l'algorithme a réagi de façon tout à fait aléatoire. C'est deux publicités qui sont dans notre base de données, dans l'article en tout cas. Et on voit qu'elles ont été plus ou moins donc, elles ont apparu plus ou moins dans la même période. Elles ont été financées par le ministre de la Santé allemand. Et donc, vous voyez qu'ils sont assez similaires. Et donc, la première ici a été disqualifiée, l'autre, elle n'était pas disqualifiée. Et donc, on voit qu'effectivement, une a été bannie, l'autre pas. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est le contrôle aléatoire de l'algorithme qui l'a fait. Donc, évidemment, au ministère de la Santé allemand, dans tous les deux cas, on n'avait pas coché, mais dans un cas, l'algorithme l'a contrôlé, donc elle a disqualifié, et pas dans l'autre cas. Et donc, on n'a aucune raison pour laquelle il y a de la mise en formation, parce qu'une critique qu'on pourrait faire à notre approche, c'est que peut-être certaines de ces publicités ont un contenu qui est lié à de la formation qui n'est pas forcément positive, mais là, on ne voit aucun contenu qui pourrait classifier cette information d'information inappropriée ou qu'on pourrait dire de misinformation. Voilà. J'ai l'impression que c'était plus long que ça. Voilà, mais voilà. Donc, ça, c'est un graphique sur les données sur la France, parce que donc, la grosse partie de nos travaux, c'était sur les données qui concernaient donc l'Europe et les États-Unis. Donc là, c'est un graphique sur la France. Et donc, on voit que la pourcentage de publicité bannie en France en lien avec le Covid, elle était très importante. Et quand on redescend en fait sur on fait le même graphique au niveau des autorités gouvernementales et non gouvernementales, on se retrouve en fait un résultat assez similaire. Et pareil pour les autres pays européens. Donc, pour conclure, donc, c'est que nous voyons qu'effectivement, la décision algorithmique peut avoir des conséquences inattendues pour des publicités liées au Covid et peut-être aussi pour des publicités qui ont un lien avec un événement exogène technique. Donc, imaginons un débat politique sur un argument qui n'existe pas toujours, comme elle va être traitée par l'algorithme. Et donc, là, nous plaidons pour une intervention humaine qui donc est nécessaire lorsqu'il y a un choc inattendu. Et donc, c'est là un point à l'encontre de la littérature qui essaie quand même de dire que les algorithmes prennent des décisions qui sont tout à fait parfaites et que ils ont des performances meilleures que celles des hommes. C'est vrai dans beaucoup de cas, mais n'est pas vrai toujours. Et donc, notre étude s'inscrit complètement dans la littérature sur les biais des algorithmes qui montrent que les décisions algorithmiques peuvent être, sans le vouloir, avec des effets négatifs. Et donc là, c'était le cas de, effectivement, peut-être moins bien former les gens, et notamment peut-être les jeunes, qui sont ceux qui sont plus souvent dans ces plateformes digitales. Et voilà, merci beaucoup.